Alors bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus à notre table ronde organisée et par le comité de la Jupe et l'association Femmes, Hommes, Droits et Libertés dans les Églises et la Société, alias FEDLES, et l'association des Amis du 68 rue de Babylone. Je suis Anthony Favier, je suis historien, membre de la rédaction du journal Témoignages chrétiens et président des Amis du 68. Donc, alors c'est bien la rue de Babylone qui est juste là. Cette association cherche à promouvoir les activités de la maison d'édition Temps Présent. Un des deux livres dont on va parler aujourd'hui est titré Temps Présent. Et aussi, c'est une association qui porte la mémoire des engagements des catholiques d'ouverture en France. Donc elle cherche à préserver la mémoire des engagements passés de la galaxie des chrétiens d'ouverture. C'est justement une double actualité qui nous réunit aujourd'hui et qui m'a donné l'idée d'organiser cette table ronde. La parution concomitante de deux livres. Donc le premier, dirigé par FEDLES, Un combat pour l'égalité, et le second, publié par Femmes et Recherches religieuses, Théologie chrétienne au féminin. Alors c'est des livres qui sont parus tous les deux en 2022, 21-22, et ils ont pas eu forcément l'écho qu'ils méritaient. C'est-à-dire qu'on était dans l'après-Covid, on était sur d'autres dossiers, on a eu la grande vague du rapport Sauvé, et peut-être qu'on n'a pas eu beaucoup d'intérêt pour ces ouvrages qui, à mon sens, étaient très importants. Les deux ouvrages parlent du catholicisme et du féminisme. Et il montre les combats de deux groupes, en fait, une association nationale et puis un groupe lyonnais, qui ont œuvré sur ce terrain. Donc, à croire ma présentation, on pourrait penser que les deux ouvrages ont une forte dimension patrimoniale, qu'ils commémorent des combats passés, des engagements passés, et que les deux ouvrages cherchaient à mettre en ordre, avant inventaire, des choses. Or, pas du tout. Les ouvrages consonnent avec bien des combats d'aujourd'hui et des problématiques contemporaines. Crise des vocations pour le ministère ordonné masculin célibataire, dénonciation par le pape lui-même dans sa lettre au peuple de Dieu en 2018 du cléricalisme, c'est-à-dire du pouvoir excessif des prêtres dans les communautés chrétiennes, révélation douloureuse pour le catholicisme français après le rapport Sauvé, dont une des résolutions porte spécifiquement sur la place des femmes et le rôle qu'a eu l'inégalité de genre dans les dynamiques criminelles qui ont été révélées. Bien des thèmes portés par les féministes chrétiennes des années 70 à nos jours sont revenus en force dans l'actualité. Aux grandes dames peut-être des autorités ecclésiales qui ont pu croire un temps que sacraliser l'identité du prêtre ou criminaliser la théologie féministe leur permettrait d'échapper aux interrogations portées à la fois par les démocraties sexuelles dans lesquelles nous vivons et aussi l'affirmation des études de jour. Donc cette vitalité éditoriale montre que le questionnement qu'ont porté des décennies de chrétiennes féministes est encore valide et encore valable. Alors moi j'ai la chance, dans mon parcours personnel, de côtoyer plusieurs générations de féministes catholiques. Quand j'ai commencé mon master d'histoire, j'ai fait la connaissance de Marie-Thérèse Van Lunenschöny, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, l'une des fondatrices de Femmes et Hommes dans l'Église à l'époque. Et elle m'a fait découvrir le réseau de ces militantes des années 70-80, dont les plus anciennes pourraient avoir l'âge de ma grand-mère. C'est à peu près Marie-Thérèse, à peu près l'âge de ma grand-mère. Par mon travail à Témoignages chrétiens, je collabore avec Christine Pedotti, co-auteur avec Anne Soupa, Les pieds dans le bénédictier du comité de la Jupe. Elles ont plus l'âge d'être ma mère. Et mes camarades féministes de ma génération, alors Pauline, Adeline aujourd'hui, mais surtout Anne Guyard, que je côtoie souvent, qui a créé Oh My Goddess, pourrait avoir l'âge d'être ma sœur. Donc en fait, je suis cerné de toutes parts par des chrétiennes, des catholiques, qui se posent des questions sur l'égalité. Donc le féminisme chrétien en contexte français n'est pas mort, il est multiforme et dynamique.
Par contre, il est peut-être éclaté dans de nombreuses organisations, d'où l'intérêt, je trouve, de mettre en dialogue ces différentes générations qui n'apportent pas forcément les mêmes problèmes, qui ne se posent pas forcément les mêmes questions, afin de mettre en perspective ce qu'elles vivent, afin de donner peut-être des rôles inspirants pour les plus jeunes, et afin, et ça c'est un point qui me tient à cœur, transmettre l'expérience et assurer une continuité dans ces mémoires. Alors merci à mes aux quatre intervenants, donc Adeline et Pauline. Donc vous incarnez la jeune garde, si j'ose dire, membre du comité de la JUP. Alors vous m'avez dit en préparant, il y a encore plus jeunes que nous. Et depuis le rapport Sauvé, on a même des jeunes filles de 20 ans qui viennent nous voir. Donc tant mieux. Donc vous incarnez peut-être, vous êtes déjà peut-être plus la jeune garde, mais enfin vous incarnez la plus jeune des générations. Vous avez lu les ouvrages dont j'ai parlé, listé des remarques et des questions que vous poserez à Annie Crépin, tout à ma droite, qui est présidente de FEDLES. Annie souhaite préciser d'emblée que l'ouvrage dont elle va parler est un collectif. Et à ce titre, elle interviendra avec d'autres membres de FEDLES présents dans l'Assemblée. Sylvaine Landrivon, à droite, alors je te vous vois, non, vous êtes lyonnaise, tu es lyonnaise, théologienne à l'Université catholique de Lyon. Vous avez participé au colloque qui a donné naissance à cet ouvrage. Alors, très présente sur les réseaux sociaux, Sylvaine est membre actif de Tout à Peau, du comité de la JUP, autrice d'un livre sur Marie-Madeleine, et a eu la gentillesse de venir aujourd'hui à Paris. On la remercie. Alors, je n'ai pas trop parlé, j'espère. Et du coup, je laisse d'abord Annie présenter son ouvrage, puis Sylvaine présenter son ouvrage, et on passera aux questions d'Adeline et Pauline. Alors, le livre, c'est un des deux livres sur lesquels vous allez discuter, et nous allons discuter, et comme le soulignait Anthony, un livre collectif, et je dirais même doublement collectif. Il est collectif par les auteurs et autrices, qui sont un certain nombre de responsables de FEDLES, et il est surtout collectif par le contenu, puisque nous, auteurs et autrices, je faisais partie de cette équipe, nous avons choisi, nous avons fait un florilège de textes qui sont parus dans les bulletins que FEDLES, qui s'appelait alors FHE, j'aurai peut-être l'occasion d'expliquer ces changements de sigle, alors ce sont des bulletins qui sont parus de 1980 à 1998. Et j'anticipe un petit peu sur les questions qui seront posées. Il y a des thèmes sur lesquels nous avons ensuite travaillé à FEDLES, qui évidemment n'apparaissent qu'en filigrane dans ce livre, même s'il y a autre chose, il n'y a pas, 90% ce sont les textes des bulletins. Et nous avons décidé de publier ce florilège, non pas, c'est parce qu'effectivement l'association avait alors 50 ans, c'était pour le cinquantenaire, ça a été un peu retardé à cause du Covid. C'est pas dans un esprit de commémoration et pour nous faire plaisir ou par je ne sais quel sentiment de nostalgie, c'est parce qu'on a pensé que dans ces textes qui sont écrits par des théologiens, des théologiennes, des tenants et des tenantes de sciences humaines, eh bien, il y avait encore, pour les générations qui nous suivaient et qui se posaient la question de la place des femmes, il y avait encore matière à réflexion et à argumenter. Puisque, je terminerai là-dessus, une des grandes visées de FHE puis de FEDLES, c'est de se tenir à la croisée des faits de la société, des faits sociaux ou sociétaux, et du fait religieux. Alors, plus précisément, par la force des choses, c'est devenu l'Église catholique et la société française. Mais il y a eu toujours cette vision, au départ il y avait une vision internationale, il y a quand même des Québécoises qui sont intervenues, une théologienne brésilienne, des théologiennes, je crois, de la zone des Caraïbes, et donc il y a aussi une vision œcuménique. Sylvaine. Merci aussi d'avoir organisé cette rencontre. Alors, comme celui dont parle Annie, Théologie chrétienne au féminin est un ouvrage collectif aussi, qui rapporte et prolonge le colloque qu'avait organisé
en décembre 2018 à Lyon, Femmes et recherches religieuses, sous la direction de Bernard Meunier. Et le propos était de faire mémoire des travaux de ce laboratoire Femmes et recherches religieuses qui était né à Lyon, dans les marges de l'Université catholique, et de le confronter aux travaux de théologiennes qui sont intervenus quelques 40 ans plus tard dans le même environnement. Et les contributions rassemblées dans cette publication donc, vont être divisées en deux parties. La première qui vise à faire mieux connaître les travaux de théologiennes comme Marie-Jeanne Bérère, Donna Singles ou de la philosophe Renée Dufour, et surtout à fournir de précieuses ressources bibliographiques. Je crois que je leur dirai, mais c'est vraiment la grande richesse de ce livre. Et une seconde partie de l'ouvrage donne la parole aux théologiennes présentes durant le colloque et à quelques autres, dont Anne Soupa, qui n'était pas là au colloque, mais qui intervient un peu dans le livre. Et au total, ça fait une quinzaine de voix qui se répondent et confirment une démarche de continuité vers des revendications d'égalité entre femmes et hommes dans l'Église. Car c'est bien une argumentation en faveur de l'égalité sur laquelle s'est focalisé le combat mené par nos sœurs aînées et nous. Et notre but était de déconstruire les fondements spécieux au niveau anthropologique, au niveau théologique, au niveau scripturaire, qui cherchent toujours à justifier la prééminence du masculin. Alors il y a une héroïne un peu dans ce livre, c'est Donna Singles. C'est une américaine, sœur de Saint-Joseph, qui était venue à Lyon parce qu'elle faisait sa thèse sur Saint-Irénée de Lyon justement. Et comme elle était féministe, elle s'est immédiatement engagée dans un groupe de recherche constitué autour du thème de l'ordination des femmes. Elle écrira, qui sera publié à titre posthume, un livre remarquable qui s'appelle L'homme debout, le credo de Saint-Irénée, qui montre que l'humain pleinement vivant doit se redresser pour parvenir à sa divinisation et pas demeurer étendu, couché comme les disciples de Jésus juste avant la Passion. Donc il y a une ecclésiologie qui se dit dans ce livre et dans la pensée de Donna Singles. Et puis il y a une autre théologienne qu'elle rencontre à Lyon qui s'appelle Marie-Jeanne Bérère. C'est sans doute la plus militante et la plus percutante de toutes, qui a écrit des pages d'une modernité stupéfiante. Elles sont dans ce livre, on en reparlera peut-être. Et la bibliographie qu'a établie Pierre Latulière à propos des travaux de Marie-Jeanne Bérère est remarquable et vraiment importante pour quelqu'un qui voudrait faire des recherches en théologie féministe. Son mémoire de maîtrise interroge le jeu de la tradition dans la pratique du ministère apostolique, dans les années 1880. Elle y pointe la dimension du sacré comme motif d'exclusion, ce qui l'a conduit très vite à intégrer le groupe Femmes et Hommes dans l'Église, qui travaille justement sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis avec Donna Singles et la philosophe Renée Dufour, elles réagissent violemment à la publication d'un document qui s'appelle Inter in Signores, qui interdit l'ordination des femmes, et vont publier un livre qui s'appelle « Et si on ordonnait des femmes ?» en 1982. Vous ne le connaissez pas, n'est-ce pas? Malgré son doctorat de théologie en 1987, Marie-Jeanne Bérère n'obtiendra jamais le titre de professeur à l'Université catholique de Lyon. Et ce n'est pas un oubli. Encore aujourd'hui, j'ai une amie qui a un double doctorat, théologie et philo, qui a une HDR et qui est toujours maître de conférence. Elle va finir cette année. Parce qu'elle a eu le malheur d'être aussi amie avec Marie-Jeanne Bérère et de demander l'ordination des femmes. Voilà. La seconde partie du livre donc, donne la parole aux théologiennes qui gravitent autour de la faculté de Lyon de théologie, parce que je crois qu'en fait Bernard Meunier rassemblait les gens qui étaient proches, et s'intéresse à la place des femmes dans l'Église. Il y a Anne-Noël Clément, Marie-Françoise Anquez-Minson, qui n'est pas de Lyon, mais qui nous avait rejoint, Pathiaré Bergeret, et moi-même qui toujours me bats contre l'invisibilisation des femmes dans le monde clérical. Le constat global, c'est que nous n'avons pas progressé d'1 millimètre depuis les démarches qui étaient celles de Marie-Jeanne Bérère ou Donna Singles. Et ça, c'est terrible. Et pire, alors qu'il y avait un centre de recherche sur la promotion des femmes dans l'Église catholique à Lyon, qui s'appelait Femmes et Christianisme, eh bien, dès qu'est arrivé un certain monsieur Xavier Lacroix comme doyen en 2000, il a fermé le centre. Et quand en 2002, j'ai demandé s'il y avait une documentation sur les femmes, une bibliographie, il m'a dit qu'il n'y avait rien. Il ne m'a même pas mentionné le centre. Voilà. Alors, s'il ne s'agissait que de garder d'une seule chose dans ce livre, c'est les 30 pages de bibliographie féministe qui le terminent. Et surtout, ce que je voudrais montrer, c'est que entre ces livres, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a un fossé entre les générations des années 70-80 jusqu'à moi, je dirais,
Et puis ces toutes dernières années, mais je pense qu'on va le voir avec les nouvelles jeunes féministes, parce que nous on s'est battus pour l'égalité à fond, et je crois qu'aujourd'hui on intègre davantage la notion de violence faite aux femmes et les notions de genre et de queer, qui pour nous n'étaient pas vraiment un sujet. Voilà. Alors, vous avez compris, les deux livres sont liés, hein, parce que quand en 1969, Femmes et Hommes dans l'Église apparaît comme association, il y a un groupe à Bruxelles, un groupe plutôt à Paris, et un groupe plutôt à Lyon, en réalité. Et plein de gens en région, si vous voulez, des correspondantes. Et un groupe au Québec. Et voilà, et puis une sorte de... Et en fait, en réalité, celui-là reflète le livre dont a parlé Sylvaine, ce qu'a fait à Lyon. Et j'ai oublié tout à l'heure, je vais m'en excuser, Françoise van der Merch, qui était auxiliatrice du Purgatoire et de nous sommes dans la maison mère, et cofondatrice de Femmes et Hommes dans l'Église, donc je pense qu'on peut lui rendre hommage. J'avais écrit un article universitaire qui s'appelait « Des religieuses féministes dans les années 68 », dans Clio, et c'était une des deux religieuses que j'étudiais comme ça. Voilà, donc merci aux auxiliatrices, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, pour leur accueil et pour la mémoire de Françoise van der Merch. Alors du coup, Pauline Allier, vous avez lu ces deux ouvrages. Est-ce que vous les avez compris et aimés? Oui, donc je nous présente. Moi, je m'appelle Pauline et je suis secrétaire générale au comité de la jupe. Et Adeline est vice-présidente du comité de la jupe. Et donc, on a répondu à l'appel d'Anthony. Ce qui nous a frappé à la lecture de ces livres, c'est qu'en fait, on se rend compte que les femmes parlent et publient, réfléchissent dans un mouvement d'égalité, mais depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et ça, c'est frappant vraiment pour nous. Et ça nous permet de nous appuyer sur un socle solide d'intellectuels, de réflexion théologique, etc. Et ça nous permet aujourd'hui de mener un combat avec la force et avec l'appui des générations d'avant. Tu parlais tout à l'heure de rôle inspirant. Je crois que ce qu'on tient à dire déjà, c'est notre gratitude en fait pour toutes les autrices qui ont réfléchi, qui ont publié et surtout qui n'ont pas lâché le combat pendant toutes ces années. Donc déjà merci pour tout ce travail qui nous permet aujourd'hui de militer avec un vrai socle de théologie et un vrai socle intellectuel. Voilà. Première question, Adeline? Ouais, je prends la suite. Du coup, je pense que la première chose qui nous intéresse le plus, c'est d'avoir peut-être une vision historique, justement pour pouvoir ancrer, comprendre notre passé, d'où on vient, avec la question de l'évolution des combats. Parce que donc, dans le livre Un combat pour l'égalité, genre le christianisme, beaucoup d'articles, on a remarqué, parlaient d'égalité des droits, de partenariat homme-femme. C'était un peu les mots-clés qui revenaient dans tous les articles. Dans le livre Théologie chrétienne au féminin, c'est plutôt la question de l'ordination des femmes qui revenait à chaque fois. Et puis, nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas dans nos combats au comité de la jupe, mais aussi dans la société, la question centrale est clairement les violences sexuelles sur les femmes et les enfants. Voilà. Donc on se demandait comment ces différentes questions se sont articulées dans le temps. Est-ce qu'il y a des questions qui vous travaillaient il y a 30 ans, mais qui aujourd'hui ne sont plus un sujet, soit parce qu'elles sont dépassées, soit parce qu'elles sont résolues? Et puis, à l'inverse, est-ce que certaines questions n'étaient pas du tout apparues et pourquoi, en fait? Voilà. Je commence, puisque la FEDLES est l'association la plus ancienne. Alors, la création de FEDLES a été très marquée, je dirais, et l'évolution, positivement par Vatican II. C'est vraiment dans une atmosphère d'optimisme que FHE s'est créé en disant, certes, il y a un problème, hein, l'inégalité flagrante entre les hommes et les femmes, mais bon, il faut bien sûr travailler, trouver des arguments, mais au départ, il y a l'idée que ça va être résolu assez rapidement. Et du coup, l'évolution est marquée, je dirais, négativement par ce qui se passe après Vatican II, en particulier Humanité, qui a été vraiment une sorte de déflagration
enfin, une catastrophe aux conséquences incalculables, comme l'a dit une personne qui a travaillé, Martine Sevgrand, enfin d'autres d'ailleurs le confirment. En même temps, FHE a été marqué par l'évolution de la société civile, parce qu'il n'y a pas d'un côté, hein, il ne faut pas imaginer le monde religieux misogyne et la société civile féministe. Il y a au contraire, nous on a constaté, en étant au croisement des deux, qu'il y a des jeux de miroir, mais avec des décalages. Or, la société civile semblait se remettre en mouvement vers l'égalité des hommes et des femmes, et FHE a été très marqué, par exemple, par les grandes déclarations universelles, enfin de l'ONU, et aussi par les conférences de l'ONU sur la condition des femmes, et en particulier la conférence de Pékin de 1995. Il y a un certain nombre de textes qui se réfèrent à cela, enfin cette conférence. Alors, bien sûr, les problèmes que FHE voyait, ils n'ont jamais été résolus. Ils n'ont jamais été résolus. Cela dit, l'évolution a fait que d'autres problèmes que l'on n'avait pas vus au départ, en particulier les violences, il y a 50, 40 ans, les violences contre les femmes et les enfants n'étaient pas un sujet. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'y intéresse pas aujourd'hui, mais au départ, on était plutôt sur l'égalité. Et l'idée, alors l'ordination des femmes, c'était la fine pointe, si je puis dire, du combat, mais avec l'idée qu'il fallait de toute façon, le ministère change. Que ce n'était pas pour imiter cette sacralisation, comme on dit aujourd'hui, ce cléricalisme, hein, que c'est un ministère transformé. Sylvain? Non, Wani, t'avais fini. Oh ben oui. Oui, pour que la parole soit plus... Oui, dans les préoccupations que j'appellerais lyonnaises, c'était beaucoup plus engagé au niveau ecclésiologique. C'était moins sociétal. Humanité, c'était pas un sujet pour ce genre de... Même humanité, qui était quand même une monstruosité, ce n'était pas la question. C'était vraiment l'ordination des femmes, la question du ministère. Et moi, j'ai travaillé aussi pour l'égalité, avec une question qui était déjà borderline, c'était le rôle de la maternité. Comment la maternité était instrumentalisée par l'Église. Et déjà ça, à Lyon, on trouvait que c'était quand même une question qui n'était pas totalement ecclésiologique et pas suffisamment. Mais autrement, on restait très enfermé sur les questions d'écriture, des femmes de la Bible, de l'ordination, et pas assez ouvert finalement à ce qui se passe ailleurs. Et des questions qui se posaient, ce que j'ai compris, et qui ont été un peu démonétisées. Est-ce qu'il y en a eu en réalité? Parce que c'est ça aussi ce que j'ai compris. C'est ce qu'il y avait des questions qui se posaient aujourd'hui qui ont perdu de leur... Peut-être que la formulation serait différente, mais je dis bien, hein, en tout cas dans l'Église catholique, ça n'est pas, rien n'est résolu. Oui, en fait, et c'est ça. Je dirais même c'est tragique, enfin je l'ai déjà dit et je me répète, de voir que tout l'argumentaire qui a été développé, bon, ce livre n'en est qu'un résumé, enfin qu'un florilège, mais il y a eu quand même une petite centaine de bulletins, 76, lui me corrigera, 76 bulletins, mais il y a eu... Disponible sur Gallica, le site de la BN. Et sur notre site, voilà. Tout cet argumentaire, on le formulerait autrement, mais il est valable, hein. Il est valable. Mais je trouve que c'est tragique, d'une certaine façon. Il y a quand même des dossiers qui ont subi des creux, je trouve. Parce que toutes nos préoccupations sur la sacralité du prêtre, sur le cléricalisme, pendant les 15 dernières années, là, j'avais l'impression qu'on n'arrivait plus à plaider ça, qu'il fallait revenir. Et là, maintenant, je travaille à fond depuis un an, j'espère sortir un bouquin là-dessus. Mais je veux dire, c'est monstrueux quoi, de mettre quelqu'un à part comme ça. Il se prend pour Dieu. Et en plus, je relisais dans comment ça s'appelle ceux qui sont déguisés en corbeau, la communauté Saint-Martin. Et on leur recommande de s'identifier au Christ. Ah mais c'est fabuleux ça. Après on se dit il y a des abus. Bah évidemment si je suis Dieu je fais ce que je veux. Et donc ça je trouve que pendant des années on n'en a plus parlé. Et justement on se demandait dans tout le parcours que vous avez eu, à quel moment vous avez été reçu ou entendu par la hiérarchie ecclésiastique. Est-ce qu'il y a eu des dialogues entre les associations, entre femmes et hommes en église et non, c'est le silence absolu. Total. On a été totalement ignorés. Invisibilisés. Alors, je précise que d'emblée,
Enfin, moi, j'étais pas à la fondation, hein, j'étais encore jeune. Mais déjà Enfin, féministe. Ouais. C'est venu après Humanité. Mais enfin bon, je ne veux pas raconter mon parcours personnel qui n'a pas d'intérêt ici, en ce moment. En fait, donc, Fedless qui s'appelait FHE, donc Femmes et Hommes dans l'Église au départ, mais même avec ce titre, il y avait l'idée que c'était un mouvement indépendant. C'était pas un mouvement d'Église, c'était un mouvement indépendant, tout en se préoccupant, tout en voulant être au cœur des interrogations, s'il y en avait, de l'Église catholique. Silence radio, c'est même pas qu'on a été vilipendé, silence radio, la totale ignorance. Alors qu'il y ait aussi peut-être un contexte, là, je dirais, technique, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le développement des médias, enfin, je ne parle pas seulement des réseaux sociaux, et on a peut-être aussi nous-mêmes loupé, par des questions d'impossibilité, ce monde journalistique, on n'a pas pu le pénétrer. Donc, ça a été totalement ignoré. C'est pas tout à fait le cas pour Femmes et Recherches religieuses, dans la mesure où on était dans le cadre théologique et où on a eu la chance à Lyon d'avoir des gens comme Christian Ducoq, certains théologiens qui avaient l'intention de donner une place aux femmes et de les faire entendre. Ça a été le drame pour ça. Ducoq, Christian Ducoq, il a fait. C'est pas un homme d'église. C'était un dominicain. Peut-être, effectivement, j'aurais dû, excuse-moi Sylvaine, je pensais à c'est l'institution, voilà. C'était les évêques. Les théologiens, c'est différent. Voilà, et on a eu des liens avec les dominicains du soir, on aura peut-être Hervé Legrand, Hervé Legrand, par exemple. Il y a eu des théologiens. Il faut quand même dire que c'était beaucoup de dominicains qui ont essayé d'encourager les femmes, qui les ont encouragées à faire ce laboratoire à Lyon. Mais l'ennui, c'est que dès qu'on est arrivé avec un catho tradi laïque, il a fermé le laboratoire et invisibilisé tout. Quant à l'institution elle-même, en général, si on écrit pour dire qu'on veut parler depuis 40 ans, on nous répond « J'entends votre souffrance ». Nous, même pas. Et comme on ne souffre pas, on veut juste crier qu'on n'est pas d'accord, on ne veut pas on souffre pas. C'est qu'il y a aussi une fenêtre de tir parce que avant Inter Insigne Res de 76, oui. C'est-à-dire que de la fin du concile 65 à 76, voilà. Comme on n'a pas formellement à Rome tout verrouillé sur les ministères, si j'ai bien compris, bah, les femmes elles avancent, elles vont, donc Fedless va à Concilium, le congrès, le colloque de Bruxelles, elles avancent leur argument parce qu'il y a de la place à prendre, mais après, il y a eu une sorte de couperet, c'est ça. Et tout d'un coup, ils ont réalisé, en 75-76, que là, ils avaient laissé un petit trou de souris dans lequel on était en train d'entrer. Donc, crac, Inter Insigne Res, c'est inutile de vous dire qu'il y a eu d'autres depuis. Hein. Et on ne s'est pas arrêté à Inter Insigne Res. On a revalidé, y compris Benoît XVI récemment, chaque fois avec Antoine d'Amphidème, avec d'autres déclarations, les femmes dehors, on se tait. Ça marche. Alors, j'ai envie de... Ça marche pas très bien. C'est une façon de parler. Du coup, pour assurer la transmission entre générations, je pense que la question des mots, en fait, est importante. Annie, tu disais, tout ce qu'on dit, tous nos combats, ils sont encore valides, notre argumentaire tient, mais je pense qu'on n'utilise pas les mêmes mots aujourd'hui. Et parfois, dans notre expérience, ça peut aussi être source d'incompréhension en fait, entre générations, source de friction, parfois même. Et donc, on pensait que cette table ronde, c'était aussi l'occasion de parler peut-être de ce qu'on entend en fait, par féminisme et des éventuelles différences peut-être qu'on peut avoir entre générations, ce qui est tout à fait normal. Donc, on a essayé un petit peu avec Pauline de mettre au clair ce qu'on voyait du féminisme, qu'on comprenait du féminisme en fait des 50 dernières années et de notre féminisme à nous. Donc, de manière un peu schématique, on aurait dit que depuis les années 60, il y avait un peu deux courants dans le féminisme. Un féminisme plus de l'égalité, où la question est l'égalité des droits, donc au niveau légal, égalité salariale, gouvernance, que les femmes puissent atteindre le même niveau de responsabilité. Et à côté de ce féminisme de l'égalité, il y a aussi un féminisme de la différence, où là l'idée c'est plutôt de valoriser
des caractéristiques, des compétences qu'on jugerait un peu féminines et de les revaloriser dans la société avec l'idée qu'elles sont un petit peu méprisées parce que féminines et que, alors qu'elles ont énormément de valeur et que ça changerait la société positivement de leur redonner une place, donc par exemple le care, la maternité, etc. Et donc ça, c'est un petit peu les deux féminismes qu'on voit dans le passé. Et puis aujourd'hui, je pense que le curseur s'est encore déplacé, où finalement on se demande qu'est-ce que ça veut dire être une femme, avec l'intersectionnalité. Donc qu'est-ce qui réunit les femmes entre, je sais pas, une femme riche et une femme pauvre? Quel est notre socle commun et comment organiser nos combats pour inclure toutes les femmes? Voilà, en essayant vraiment de prendre en compte cette diversité aussi derrière le mot femme. Et puis la question du genre et des LGBT, où là effectivement il faut complètement redéfinir, revenir aux sources de comment être femme se construit, qu'est-ce qu'on veut dire par là. Et donc parfois, donc je pense que nous on se positionne plus dans ce féminisme, où on remet complètement en cause la construction du genre, enfin en tout cas on s'interroge sur ce sujet-là. Voilà, donc on avait envie de vous demander, peut-être à titre plus personnel, peut-être, comment vos associations se positionnent, est-ce que vous partagez cette analyse des différents féminismes, comment ça a pu changer, voilà. Je pourrais parler, mais sans doute mes amis autres responsables de FEDLES me nuanceront, corrigeront. On a été plutôt dans le féminisme de l'égalité, dans la mesure où ce qu'on combattait dans l'Église, c'était cette image, cette valorisation de la différence, en fait, cette valorisation de la différence dont le texte de Jean-Paul II, Mulieris Dignitatem, et je dirais le sommet, ou la Bible, je ne sais pas, enfin bref. Donc, nous, on combattait plutôt l'idée de spécificité, l'idée de complémentarité qui nous paraissait totalement biaisée et cachait la hiérarchie, en fait. Donc, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on soit, et plus exactement, par exemple, le care, pour nous, ça doit être tout être humain qui doit faire partie, tout chrétien en premier lieu, mais enfin tout être humain qui doit faire partie du care. Alors, très rapidement, le genre, d'abord, il est effleuré dans le livre, mais j'ai bien dit, les textes s'arrêtent en 98. On n'a pas été indifférent à cette question, et même on s'est positionné, puisqu'à un moment, ça a été une très grande controverse au sein de l'Église catholique. Avant même cette controverse, en 2002, sous l'égide, enfin à la bibliothèque du Sauchoir, à la bibliothèque des Dominicains à Paris, on a créé, enfin FEDLES, donc qui avait été d'abord femmes et hommes dans l'Église, et ensuite femmes et hommes en Église, et puis ensuite avec le rapprochement d'une autre association avec laquelle on travaillait beaucoup, c'est devenu FEDLES, Femmes et hommes, droits et libertés dans les églises et la société, qui montre bien la jonction de notre regard à la fois sur la société et sur les églises, enfin, sur l'église catholique en particulier. En 2002 a été créée l'unité genre en christianisme, qui a fait un certain nombre de conférences, des ateliers, en se disant le genre, c'est une construction sociale et cette unité s'est donnée pour but de réfléchir à la construction religieuse du genre. Voilà, peut-être... Oui, alors moi, ce que je dirais, ce qui me paraît important en préparant cette table ronde, c'est de voir que en fait, tous les travaux et tous ces combats qu'on a menés en faveur de l'égalité se sont menés parallèlement à ceux que la société civile, les féministes partageaient, c'est sur l'égalité des droits. Parce qu'il faut quand même se rappeler que en 1945, les femmes n'avaient très peu de droits. Et puis, donc, FEDLES est né au début des années 70. Première conférence sur la femme, c'est 1975. Ensuite, 20 ans plus tard, il y a la conférence de Pékin. Et à ce moment-là, il y a une plateforme d'action pour contrôler justement que l'évolution des droits des femmes se faisait dans le bon sens. Parallèlement, et ça va vous rappeler, enfin celles qui sont un petit peu plus jeunes, parallèlement en Europe, l'Europe suit le même mouvement. Il y a une commission pour les droits des femmes
qui est créé, je crois, en 79. Et ensuite vont être déclinés tous les droits qu'on a vus, par exemple, en France, la législation française, sur la parité, sur l'égalité professionnelle, dans la culture, et également, alors on y vient, enfin c'est autre chose, nous en avons déjà parlé, mais ce aussi par rapport au terme genre. En fait, Gender Studies existait, enfin, aux USA par exemple, et c'était comment dire, des études qui étaient menées justement pour voir parallèlement hommes et femmes. Et il y a aussi, l'Europe a imposé par exemple les contrôles, les statistiques genrées, hommes-femmes, pour voir justement les évolutions, etc. Le gender, en reprenant, je me suis rendu compte que même la plateforme de Pékin n'admet pas ce terme gender. Il n'est pas encore pris en compte. Donc c'est 95, c'est pas si loin que ça. Vous voyez, donc c'est vrai que c'est pas gagné, et en plus il y a des... Alors sous prétexte que le mot n'est pas bien compréhensible, enfin en tout cas pour la France, n'est pas bien compréhensible, et qu'il peut y avoir un mélange entre le genre humain, enfin voilà, c'est complètement fallacieux, mais là le Vatican a joué son rôle, avec certains États islamistes. Parce que dans les premières conférences, il y a un certain nombre de pays musulmans qui n'ont pas voulu signer, enfin, comment dire, cautionner. Et le point d'achoppement, et ça rejoint une autre question, et je pense sur les violences sexuelles, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui posait problème à l'Église, et également aux musulmans, enfin aux islamistes pour dire, c'est la liberté pour les femmes de disposer de leurs droits en tant qu'individus propres en termes de sexualité, de reproduction et tout ça. Donc, oui, c'est toutes ces problématiques-là. Et donc, Rome actuellement, enfin on va dire l'Église actuelle, n'a toujours pas donné aux femmes le droit de disposer de leur corps, c'était ce qu'on disait dans les années 70, de disposer de leur corps en termes de reproduction, enfin les droits, ce qu'on dit brièvement en droit sexuel. Et ça explique, enfin, je veux dire, ça permet de voir enfin, moi c'est comme ça que je compléterai ce que dit Annick. Moi c'était plus personnel, moins collectif comme combat, dans la mesure où justement je me dissociais du courant très catho, de recherche catho sur les études dans l'écriture, sur l'ordination des femmes, parce que ce que je voulais revendiquer, et c'est pour ça que j'ai eu un moment différentialiste à fond, c'est je voulais montrer l'injustice que subissaient les femmes dans l'instrumentalisation de leur corps. Le fait que la maternité soit presque une obligation, la virginité ou la maternité, le fait qu'avec Humanité, je veux dire, moi je suis de la génération où on a enfin découvert la pilule, mon corps il était à moi, j'en faisais ce que je voulais, et j'étais face à un monde qui considérait que ben non, j'avais la possibilité, mais non, je n'allais pas faire ce que je voulais de mon corps. Donc je disais oui, moi je suis une femme, je ne suis pas un être neutre, c'est moi qui vais supporter et subir une grossesse si j'en ai une que je n'ai pas voulu, et je revendique le droit d'utiliser mon corps, et d'être mère si je veux, et de ne pas l'être si je ne veux pas, sans pour autant être vierge. Donc ça a été un combat que j'ai orienté du côté différentialiste pour ça. D'accord. En essayant de mettre en valeur après le côté en quoi la maternité, si l'accouchement est toxique et si elle est désirée, peut être une bénédiction comme en Genèse 3,16, et pas une malédiction. Et puis, j'avais travaillé en psychologie du développement avec Carol Gilligan, enfin, sur les travaux de Carol Gilligan et de Piaget sur l'éthique du care. Donc, pour moi, il y avait vraiment un côté orienté vers la justice et un autre orienté vers le soin entre le masculin et le féminin, chacun pouvant posséder les deux, mais avec un féminin quand même toujours plus orienté vers le soin, y compris chez des êtres, chez des hommes qui détenaient ce côté care et qui voulaient le mettre en avant. Donc c'était un combat un peu différent. Mais j'étais un peu toute seule à lui, dans mon combat. Et maintenant? Et maintenant aussi. Mais maintenant, tout autant différentialiste. Non, voilà. Oui, c'est ça. Je considère tout autant différentialiste. Parce que tout d'un coup, j'ai eu la chance par Anne, de découvrir le groupe Toutes Apôtres, qui a été une révolution dans ma vie. J'ai découvert... Donc ça, c'est tout récent. C'est de 2020. Voilà. C'est tout neuf.
j'ai découvert d'autres questions qui Moi, je n'existent me demande aussi si ce ralentissement dans les travaux et les recherches n'est pas aussi dû au fait qu'un certain nombre de jeunes femmes, ma génération un peu plus jeune, sont parties. Ah bah oui. Ah ben, Humanité a vidé les églises. Ah bah oui, ça, Ah bah oui, 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 c'est sûr. Jean-Marie Aubert, Joseph Moin le disent, les bah oui, églises se sont vidées avec Humanité. Et sur ce que j'entends des plus jeunes, du coup, être femme parce qu'on veut l'être, le performatif, donc la performance de genre. Parce que quand on lit les livres, mais bon, c'est les années 70, 80, 90, la question trans n'existe, sauf erreur de ma part, elle n'apparaît pas. Donc moi, je ne vous reproche pas de ne pas en parler, mais en fait, c'était pas vu, ça n'existait pas, C'était masqué. C'était pas vu, oui, c'est ça. Oui. Vous voulez pas voir. C'est pas qu'il n'y en avait pas, c'est que c'était complètement dissimulé. C'était pas un choix stratégique, en fait. C'était que... Oui, mais je crois qu'il faut se remettre dans la période. Parce que moi, mes parents avaient plein d'amis homosexuels, on vivait dans un village, on était montrés du doigt. En disant, ces gens ont des mœurs bizarres. Oui, mais alors dans Faithless, c'était dans les années 60. on voit, il y a David et Jonathan apparaît à côté de Faithless dès les années 80, donc les ça, homosexuels apparaissent. À Paris. Ouais. Mais la question trans, pour le coup, là, elle est... Non, Voilà. faut même pas exagérer. Il y a un... Oui, Anne. Dans la question égalité-différence, il y a un aspect dialectique qu'il ne faut pas oublier. Oui. C'est que le combat pour la différence favorise l'inégalité. Et ça, c'est très important de ne pas l'oublier. C'est l'exemple des Noirs américains qui est très éclairant sur ce sujet. Les Blancs du 19e siècle ont dit aux Noirs, mais enfin, vous n'avez pas besoin de l'égalité, vous êtes différents, vous n'avez pas besoin de voter, vous êtes dans vos champs de coton, vous chantez des gospels, ça doit vous suffire. Donc, reconnaissez que vous êtes différents et du coup, vous n'aurez pas les mêmes droits. Voilà. Donc ça, pour moi, ça a été une préoccupation constante de rien dire sur la différence parce que ça venait contre le combat pour l'égalité. Mais d'ailleurs, j'ai juste envie de rebondir là-dessus, dans la société civile, donc en dehors de l'Église, je pense que la question de la différence et de qu'est-ce que ça veut dire être une femme est revenue sur le devant de la scène quand l'égalité a été acquise. Une fois qu'on a eu les droits, on a pu reparler de ça. Théoriquement acquise, mais parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas parce qu'on avait les droits que c'était une réalité au quotidien. Voilà. Et à ce moment-là, elle revient, mais l'Église, on est en retard encore. Ouais. Et comme l'Église est en retard, elle est encore sur le combat pour l'égalité. Mais oui. D'après ma propre éthique, elle n'a pas encore droit au discours sur la différence, sauf à contrevenir à la question de l'égalité. C'est pour ça que c'est illégal. Il faut quand même dire aussi que je crois qu'on est la première époque, et peut-être la première culture, à se dire, bien sûr, les hommes et les femmes sont biologiquement différents, mais en même temps, on essaie de penser l'égalité. Je dirais l'égalité malgré les différences. Voilà. Et Faithless a d'ailleurs beaucoup combattu l'idée, parce qu'on nous a quand même opposé, enfin, c'est pas Faithless, mais ah oui, mais alors, tout est mélangé. Et un des arguments, c'est une des fondatrices de Faithless qui a dit, mais quand vous dites 3 plus 2 égale 5, et 4 plus 1 égale 5, 4 plus 1 et 3 plus 2 sont égaux, n'est-ce pas? Les mathématiciennes d'ici ne me contrediront pas, j'espère, mais sont différents. Ils sont égaux, ils sont différents, ils ne sont pas identiques. Bien sûr, mais le discours argumentaire de l'Église, disons, passéiste, était tellement primaire. Bien sûr. Il disait, si les femmes et les hommes sont égaux, il n'y a plus aucune différence. Mais bien sûr. C'est bien ça le discours auquel il faut... Mais bien sûr. D'où le choix du féminisme de l'égalité, si je comprends. Oui. Mais dans la société civile, il s'est produit la même chose. Je ne sais pas dans les mathématiques, mais dans les sciences. Les femmes n'avaient pas forcément accès aux sciences parce qu'elles étaient différentes. Non, on avait peur de faire les proportions au fin du 19e siècle
Et j'ai lu des articles qui disaient que pour les filles, les proportions, ça pouvait leur abîmer le cerveau. On a dit, on disait aussi la même chose du latin. Mais de la philo. Oui, et la philo Pendant aussi. longtemps, les femmes ne pouvaient pas faire dans les lycées. Ma mère a réussi à faire des études, mais son grand-père était très très inquiet pour sa santé mentale. Oui. Ah oui. Alors, oui. j'ai l'impression que vous êtes déjà en dialogue. On a un temps de dialogue. Oui, c'est vrai. Vous inquiétez pas. Et autre remarque. Non, au contraire. Il y a un chapitre dont tu as parlé un peu, Sylvaine, qui nous a marqué. C'est une partie écrite par Marie-Jeanne Béraire, qui écrit un article sur la sacralité des prêtres et sur comment est-ce que c'est institutionnalisé le sacerdoce et à quel point le principe même de sacralité a mis à l'écart les hommes ordonnés du reste des laïcs. Qu'est-ce que ce chapitre-là dit aujourd'hui de la question de l'ordination des femmes dans le parcours que vous avez... C'est tout simple, c'est dans la mesure où on met à part quelqu'un qui doit s'identifier non pas au Christ, mais à Jésus, donc il doit être un homme masculin, blanc. Un blanc, c'est pas de moins en moins, mais bon, mis à part, à qui on fait une ordination, qu'on déguise d'une certaine façon, à qui on impose le célibat, et on a en totale contradiction avec l'Évangile, il faut quand même dire, parce que Jésus il vivait tellement avec ses copains que quand il faut le dénoncer, il faut qu'il y en ait un qui aille lui faire un signe particulier parce que personne ne sait qui c'est. Je veux dire, on est en ce que disait Marie-Jeanne Béraire, en contradiction totale avec l'Évangile. Avec le Nouveau Testament. Mais tout ça pour justement barrer l'accès aux dangereuses impures que sont les femmes. C'est tout un système qui est construit là-dessus. C'est effrayant. Et avec une verticalité, moi toutes les fois que je relis Matthieu 23, n'appelez personne père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul père qui est dans les cieux. Je dis, mais on a lu Matthieu 16, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je ferai mon église. Et on n'a pas été 5 chapitres plus loin, voir que non père, ça donne une autorité et un risque d'abus considérable. Il faudra apprendre à lire quand même. Et comme je soupçonne qu'il savait lire, je me demande si c'était pas intentionnel pour prendre le pouvoir et le garder. Mais ce qu'on nous reproche quand on réclame l'autorité, c'est de dire « Ah, vous voulez le pouvoir ?» Ben oui, moi je veux bien le pouvoir. Il n'y a aucun problème. Si on me donne une gouvernance, j'apprends. Voilà. Donc effectivement, il faut casser complètement. Mais le rapport Sauvé le dit, que ce problème de la sacralité, de la mise à part du prêtre, est un des nœuds. C'est le cœur. C'est le cœur du réacteur, mais ça c'est sûr. Et oui, donc ils veulent absolument verrouiller leur... Mais c'est quand même dingue de se dire qu'on est dans une religion de l'incarnation, où justement on vient dans un corps qui honore ce corps, qui rompt la frontière entre le sacré et le profane, puisqu'il se fait ce qu'on a nous. En plus, c'est pour le cas où on n'aurait pas compris, au moment de sa mort, le voile du temple se déchire. C'en est fini de la frontière sacrée entre le Saint des Saints et le reste. Et on n'a toujours pas compris. On tient à ce pouvoir de quelqu'un mis à part, qui a l'autorité. L'autorité, j'étais avant-hier avec quelqu'un qui a été abusé par un prêtre, violé de l'âge de 7 ans à l'âge de 13 ans, par un prêtre qui était ami de ses parents, que ses parents vénéraient, parce que c'était le représentant de Dieu sur terre. Bon. Et comment est venue cette dérive entre le groupe des apôtres qui étaient des copains qui étaient en toute égalité et du ces temps abus de pouvoir. Du temps de Paul, il y avait Junia qui était apôtre, qui reconnaît apôtre, il y avait Prisca qui enseignait à Apollos, et puis petit à petit... Et puis il avait plusieurs délégués, ben quand oui. il allait en voyage, il confiait... Quand le mouvement Jésus a commencé à prendre un peu de pouvoir, on s'est dit, tiens, il y a le modèle de l'armée romaine, il est pas mal celui-là. Ouais. Alors, l'évangile, on a un modèle bien solide, on va plutôt s'y Mais elle l'explique très bien, justement, elle répond à la question. Marie-Jeanne Béraire l'explique très bien dans ce livre-là. Comment est-ce que les communautés, à la base, c'était juste du partage, et progressivement, ça s'est organisé, et on a imposé une hiérarchie avec une séparation. Enfin, elle l'explique très bien. Toute institutionnalisation, et pas seulement d'ailleurs dans l'Église catholique, les mouvements les plus mus par les idéaux les plus généreux, les plus fraternels, ils doivent s'organiser, certes.
il s'institutionnalise. Et s'il n'y a pas de contre-pouvoir, eh bien cette institutionnalisation conduit au pouvoir et parfois conduit, je dirais, à faire le contraire de ce qui était. Mais ce n'est pas seulement l'Église catholique. Je veux dire, c'est tout groupe. C'est d'autant plus humain, dommage quand tout c'est au groupe humain. nom de Dieu. Quoi. Parce Oui, que- c'est encore plus grave. Mais C'est Marie-Jeanne Berrer, elle était membre aussi d'Effort Diaconal, Oui. qui était une association lyonnaise. C'est pour ça qu'elle faisait de la théologie des ministères, d'après Oui. ce que j'ai compris, qui n'était pas non plus un courant très C'était porteur, extrême. mais elle y allait parce qu'on était dans cet entre-deux, et au point où la Conférence des évêques de France nomme une commission spécialisée pour dire ce que doit être le diaconat, je crois. Il y a eu un moment, c'est parce qu'elle s'est lancée sur ce terrain-là, parce que c'est pas spontané de... Voilà, de parce aller qu'en sur plus cette- personne n'en voulait, c'est pour ça que Bourgeois. Mais m'a dit, c'est tu pour ça peux- qu'elle est une tu figure peux dire vraiment quelque chose extraordinaire en son temps. Et moi, je suis enragée de me dire qu'elle a fait un boulot mais énorme. Sans héritière. Eh ben non. Et moi, Bah il m'a si. fallu un temps fou. Non, mais sans héritière universitaire. Oui. Non, Ah, vraiment Lyon, non. voilà. Il m'a fallu attendre 2018 pour retrouver ce qu'elle avait écrit. 2018, elle l'a écrit en 1980. 90. 99, sa dernière 99. conférence à Saint-Étienne. Enfin, bon, c'est. Et du coup, en fait, quand on voit ce chapitre écrit, enfin moi ça m'a vraiment marqué ce chapitre sur le sacré de Marie-Jeanne Berrer parce que c'est exactement la SIAZ, Oui, on retire de la SIAZ. C'est ça. Et donc j'avais envie de vous demander, c'était 40 ans avant la SIAZ, Oui. et donc est-ce que dans vos associations, vous avez été surprise de l'ampleur des violences sexuelles révélées par la SIAZ, parce qu'on a l'impression que la sphère catholique, quand le rapport est tombé, tout le monde avait l'air de tomber des nues, alors que finalement les sources et la compréhension du problème, il y avait des personnes finalement qui avaient compris le problème 40 ans avant. Donc est-ce que finalement ça Il faut pas- a confirmé, ou non, pas le problème des violences sexuelles, Voilà. mais le problème Parce que Marie-Jeanne Berrer institutionnel. n'avait pas imaginé une seconde qu'il D'accord. puisse y avoir des centaines de milliers d'enfants Oui. violés par des Ça prêtres. vous a quand même, Non. ça surprend C'est- quand même. c'est l'ampleur quantitative. On Oui. savait que ça existait, puisqu'il y avait eu quand même des procès C'est bon. depuis les années, je dirais, 2000, 2005. Après, pendant le pontificat de Benoît XVI, ça a commencé. Je dois dire, mais ça c'est très personnel, que dans mon optimisme excessif, je me tourne vers mes amis responsables de Headless, je me disais, en France, ça y est, il y a des procès, donc même ceux qui n'agissent que par peur du gendarme se disent, bon, ça s'arrête, ça va s'arrêter. Je me disais aussi qu'en France, je voyais ça d'un point de vue de la société française, où, en tout cas dans les paroisses, les prêtres sont au SMIC, ce n'est pas les notables comme en Irlande, enfin ils n'ont pas de pouvoir comme ils ont pu avoir dans certains pays, et même aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, sont des notables. En France, ça ne l'est plus pour différentes raisons, même financièrement, je dis, dans les paroisses, ils sont au SMIC, mais pourquoi pas d'ailleurs, c'est peut-être plus proche de l'Église des origines. Donc on se disait, ils n'ont pas ce pouvoir qui fait, enfin sociétal, social, qui fait, et j'avais sous-estimé l'idée que c'était des hommes du sacré, et donc l'ampleur m'a surprise. C'est l'ampleur quantitative, c'est pas les faits, mais l'ampleur quantitative, et comme dit la SIAZ, le côté systémique. C'est ça. Le côté systémique. C'est une organisation. On a quand même globalement l'impression d'un immobilisme que tu évoquais déjà au début. Quels sont les petits combats ou les combats que vous avez menés qui vous donnent encore de l'espoir aujourd'hui, s'il y en a? Alors, d'abord, c'est pas Quel des peut- petits combats. Qu'est-ce qui peut nous donner du courage aujourd'hui? Bon, Vas-y. alors, c'est pas des petits combats, je trouve que c'est quand Non, même mais un petites combat victoires, essentiel. enfin, Les petites de victoires, combat. on les a... Non, alors, je dirais, c'est un paradoxe. La victoire, mais qui est très récente, c'est qu'il y a une prise de conscience en France, et je dirais même au sein de l'Église catholique, de l'importance de la question de la place des femmes. Ça a été encore plus révélé par les réponses à la démarche synodale. Donc, cette prise de conscience, maintenant, il faut qu'elle débouche sur quelque chose. Mais il y a au moins la prise de conscience, alors que vraiment, à Headless, on a eu l'impression que pendant au moins 40 ans, on prêchait dans le désert,
et que, alors il y avait eu en 2009, c'est 2008 ou 2009, la création du comité de la jupe. Ça nous a, on s'est dit, tiens, il y a d'autres personnes que nous, hein, c'est pas les vieilles bonnes femmes féministes d'autrefois, vieilles 68 ans, enfin je sais pas quoi, qui s'intéressent à cette question. Donc voilà. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est une prise de conscience. D'accord. Et puis peut-être dans les rapprochements récents avec les associations de victimes, je pense à la manifestation qu'on avait faite en 2001 avec les 4 R, les rubans violets, ce genre, où on peut simplifier. 21. 21. J'ai dit 2001. Ah non, 21. Oui, donc d'être aux côtés de François Deveau, de gens comme ça, je veux dire, c'est tellement... À partir du moment où on a vu, on a eu sous le nez ce qu'induisait cette sacralité du prêtre, cette toute-puissance, je pense que là, il a fallu, enfin, je veux dire, ça change tout. Parce qu'il y a toutes les victimes qui sont des victimes mineures, mais il y a aussi toute l'espèce de discrimination qui est faite par une hétéronormativité imposée. Et moi, c'est ce que j'ai découvert avec toutes les apôtres. Cet impact culturel de l'hétéronormativité qui oblige, enfin, qui est culturel et qu'on impose. Le côté vox clamantis in deserto, comme Jean-Baptiste la voix qui prêche dans le désert. Est-ce que c'est pas ça qui a poussé, je pense à Fédelès, parce que quand on lit le livre, on parle beaucoup sur l'ONU, Pékin. Est-ce que le laïque n'a pas un peu été la substitution du religieux? Parce que comme ça avançait pas sur les ministères, on avait au moins la satisfaction que ça avance un peu dans la société. Et puis il y a une autre chose, c'est est-ce que c'est pas ça qui est dur en fait quand on est féministe catholique? C'est qu'on se rattache à des organisations dont le bilan malheureusement est très très maigre en termes institutionnels catholiques. C'est que qu'on le veuille ou non, on a hérité d'une mémoire malheureuse. Parce qu'on n'est pas... Bon, à terme, on sait qu'on va gagner, hein, pas de souci, mais dans l'immédiat, on ne peut pas dire qu'on ait des succès éblouissants en contexte catholique. Donc, est-ce que c'est pas dur? Moi, je pense, quand on est une jeune fille ou un jeune homme qui est pro-féministe, d'aller dans des organisations qu'on se dit, bah, si ça ne fonctionne pas... Je sais pas, voilà. Donc, le laïc substitut de religieux, et comment on fait pour porter devant soi une mémoire de combat qui n'ont pas tous abouti? Moi, quand j'ai présenté ce livre, à sa sortie, je me suis demandé si je faisais la promotion de l'article de Marie-Jeanne Bérère ou le contraire. Parce que là, je me suis pris en pleine poire. Ce que vous avez dit, cher Anthony, à Genève. C'est-à-dire que non seulement on ne progresse pas en théologie féministe, mais on a tendance par moments à régresser. Et dire à une assemblée, ben voilà ce qui se passait dans les années 80, et ben on n'en est même plus là aujourd'hui. On a régressé. Il y a un côté, il faut se cramponner, il faut savoir pourquoi on se bat, parce qu'effectivement, autant dans la société civile, on peut se battre, on a des résultats, autant quand je fais un cours à des médecins parisiens pour expliquer la relation de l'Église catholique au corps des femmes, et que j'explique que, ben oui, au Moyen-Âge, une femme pouvait se faire avorter parce qu'on considérait que l'âme entrait dans un embryon à partir entre 40 et 90 jours. Aujourd'hui, non, on ne peut pas. Que la contraception chimique, ben non, c'est interdit. Je veux dire, mais on se dit, mais non, mais où je suis là? Et je revendique d'être catholique. Mais c'est quoi être catholique dans ce cas? J'ai envie de te répondre. J'ai envie de rebondir sur ça pour dire, enfin, peut-être qu'on a régressé, mais du point de vue, moi, j'ai commencé à m'intéresser au féminisme catholique il y a 3-4 ans, je pense, et j'ai pas du tout l'impression de faire partie d'un groupe qui crie dans le désert. Au contraire, au comité de la jupe, tant mieux. Au comité de la jupe, on a de plus en plus de personnes et il y a plutôt un sentiment d'urgence à agir, de dynamisme. Et si on peut être dans l'action, si on peut être dans le militantisme, c'est parce qu'il y a ces textes, comme Marie-Jeanne Bérère. Et en fait, ça a peut-être régressé, mais du coup, quand on s'y remet, ça va 1000 fois plus vite, parce qu'en fait on n'a pas à tout réinventer, et donc on peut foncer aujourd'hui, et on a, voilà, pour être un peu plus positive, je dirais qu'on a vraiment ce sentiment, et en fait nous on n'est pas théologienne, je suis mathématicienne, Pauline elle est orthophoniste, on n'a pas besoin de se former pendant des années pour pouvoir militer. Et ça, c'est incroyablement précieux, parce que ça va vite. Du coup. Parce que quand je travaille beaucoup, je fais des conférences sur Marie-Madeleine, c'est pour dire il y a eu une femme apôtre. On peut prolonger ce système. Les femmes ont le droit
de se réapproprier, y compris la Bible. Et on peut s'appuyer là-dessus. Donc effectivement, pour ça, notre travail n'est pas nul. Mais bon, il y a tout un tas de... Avec le soutien aussi de la société laïque. Oui. Et le soutien, la société laïque et aussi le soutien d'autres femmes dans d'autres religions qui revendiquent des combats féministes. Mais bien sûr, mais bien sûr. Enfin, c'est très personnel, mais quand tu dis on a substitué la société civile au... Je provoque un peu pour faire avancer. Alors, c'est très personnel. Hein. Là, c'est peut-être plus faiblesse, mais je dirais, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le message. Oui, les deux ensemble. Alors, précisément, c'est le message de l'Évangile, c'est pas l'institution. Parce que pour moi, l'institution, c'est un instrument, et non pas l'inverse. Bon. Et je me dis, c'est quand même terrible, enfin, je me le disais en regardant le mouvement, enfin, en observant le mouvement MeToo. D'un côté, on a en France, je ne sais pas ailleurs, mais en France, on a une église catholique qui est inaudible sur la question des femmes, inaudible. Et au fond, il y a quand même 21 siècles que l'Évangile a dit, on ne traite pas les gens, les femmes, enfin, tout être humain, mais les femmes, comme des jouets, des objets dont on use à sa convenance, qu'on jette sans leur demander leur avis, qu'on jette ensuite... quand elles ont fini de servir. Donc c'est extraordinaire, c'est même tragique d'une certaine façon, ce contraste. Mais c'est aussi, c'est personnel, ça nous pousse à agir. On va conclure. Oui. On a une dernière question, très simple. Et donc ensuite, il y aura un débat avec la salle, vous pourrez poser vos questions. Quel message, chacune, vous avez envie de transmettre à la nouvelle génération qui arrive, qui se dit catholique et féministe? Continuer le combat. C'est très simple, hein, c'est simpliste, mais avec vos mots à vous. Il y a eu autre chose. Dans les problèmes, enfin, avec la problématique qui est maintenant la vôtre. Il y a des problèmes, effectivement, on en parlait tout à l'heure. Fedless, il y a 50 ans, c'était pas la seule, hein, on ne se posait pas la question. Et là, on se pose de nouvelles questions. Tant mieux d'ailleurs, hein, c'est le mouvement de la vie humaine, de la vie sociale, voilà. Oui, pour moi, il y a vraiment urgence à reconsidérer, y compris les notions de masculin et de féminin. Et quand je lis ce genre de livre... Théologie queer, paru chez Labor et Fides, voilà, c'est ça, en de 2021. Lynn Marie Tonstad. Je sais pas comment ça se prononce. C'est un livre qui vient de sortir. Qui est sorti, oui, il y a très peu de temps, et qui, justement, essaye de pointer ce que, pendant 40 ans, je n'avais pas vu. Parce que tellement focalisé sur le fait que je revendiquais le droit d'avoir un utérus et d'en être propriétaire, je n'avais pas pensé qu'on peut aussi vivre le sexe performatif. Alors, j'ai toujours un problème entre queer, qui pour moi est du domaine de la sexualité choisie, et non-binaire, que je ne sais pas comment caser par rapport à queer. Donc j'ai encore des problèmes. Parce qu'elle joue avec les deux mots comme s'ils étaient synonymes. Est-ce que queer, il n'y a pas une notion de non-normativité, puisque c'est bizarre, le tordu, voilà. Puisque le non-binaire, c'est plus une idée de neutralité, de non-affirmation dans un genre construit. Mais bon, le non-binaire est queer. Pour moi, voilà, le queer est non-binaire. Queer, mais ce que je me dis, c'est que non-binaire, il refuse un genre. Je peux changer de genre. Ou l'indétermination, ou la variabilité. C'est ce que j'ai compris aussi. Bon, alors c'est à Saint Thomas d'Aquin aujourd'hui. Donc disputation. Donc, voilà. Et donc hommage à sa théorie de l'âme qui arrive au 40e jour. C'est 40 ou 90? Alors Saint Thomas c'est 40. Voilà, Thomas c'est 40. Je savais pas qu'il y avait... Guillaume de Conches c'est 90. Voilà, bon, pour montrer aux gens de la Sorbonne qu'on n'est pas des mauvais théologiens. Je pense qu'on devait parler de planning familial, des choses comme ça. La modernité de ces apprentissages citoyens entre souvent en conflit avec le discours conservateur du clergé. Alors moi j'ai envie de chercher qui étaient ces femmes. Alors on n'a pas cité Alice Gombaud, a été professeure de Fedless, était maîtresse de conférences en théologie pastorale à l'Institut catholique de Paris. Alice Gombaud qui était à Fedless. Gombaud, G-O-M-B-A-U-L-T. Ouais. Je pense qu'elle incarne bien ces femmes de l'ICP qui étaient
qui était progressiste. Elle est encore vivante et triste de ne pas l'avoir. Mais je pense qu'il y en a eu plein d'autres. Mais oui, moi je crois que c'est commencé au l'accident 2, les 68 dévolés. Et tout d'un coup, il y a la génération d'avant. Et encore avant, il y avait l'Union Jeanne d'Arc, l'Alliance Jeanne d'Arc. L'Alliance Jeanne d'Arc, dont Marie-Thérèse Van Mullen-Chenu était membre. Avant la guerre. Oui. Ah oui, enfin avant la guerre. Elle n'était pas membre, mais ça existait, l'Alliance. C'est pas 31, Cécile de Cordoue. Ça a démarré en 1900, c'est noté dans le bouquin, là, 1900. L'Union, l'UNFOC, l'Union des femmes. Moi je trouve j'ai pas son nom. Oui, c'est dans les repères. Oui, il y a eu une invisibilisation de la mémoire, ça c'est évident. D'où c'est mon point du départ, c'est que il faut visibiliser et puis faire sortir de ce silence, parce qu'en fait l'institution, et ça le montre bien, et Alice Gombaud le disait souvent, c'est pas qu'on nous a refermé la porte, c'est qu'on a mis un édredon sur la porte et qu'on l'a refermée. C'était vraiment la conjuration du silence et de l'indifférence. Et en fait, il n'y a pas eu tant de moments où ça sabrait et condamné. Il y en a eu quelques-uns, des femmes ou des textes, mais c'est que c'était une sorte d'indifférence méprisante ou un peu ironique, ça va passer. Et ça, c'est ça qui est terrible, et c'est qu'on a voulu... Il y a une dame qui... Moi, le souvenir que j'ai de faiblesse, c'était le combat pour les enfants de curés. Non, c'est une association qui fait partie du même réseau que nous, c'est Plein Jour. Plein Jour. Voilà. Et les enfants du silence. Et voilà. Qui viennent de rejoindre Paris. D'accord. Juste sur cette histoire d'édredon, maintenant on a Internet et les réseaux sociaux, et donc ils ne peuvent plus nous ignorer. Et d'ailleurs, la rencontre est filmée, vous avez peut-être remarqué, et sera sur YouTube. Donc voilà, s'il y en a certaines qui sont un peu tristes, peut-être que la jeune génération soit moins représentée, je pense que la jeune génération regarde YouTube et profitera de cette rencontre, même ceux qui n'ont pas pu venir cet après-midi. Voilà. Je crois, comme vous l'avez bien dit, que le cœur du problème, c'est la sacralité du prêtre. Parce que de là, tout arrive. Toutes les révélations qu'on a eues, mais pas seulement sur le plan sexuel, c'est-à-dire le pouvoir des consciences, etc. etc. Hein, d'accord ? Et alors, je nommerai un grand saint, un certain Jean-Paul II, qui a pu nous dire que la femme est la sentinelle de l'invisible. Vous la connaissez, l'expression. Foutage de gueule. L'air de dire, la prêtrise n'est pas pour vous. D'accord ? Vous avez un rôle, vous êtes sentinelle de l'Église, mais vous n'êtes pas prêtre. C'est pas pour vous. Comme le discours de... Et maintenant, si vous me permettez d'aller plus loin de votre combat, que je connais par cœur, que j'ai entendu pendant des années et que j'ai soutenu avec ma maigre participation dans ma vie et dans mon parcours, votre combat des femmes, je crois qu'on peut passer à une étape bien plus belle. C'est pas qu'une femme devienne prêtre. Je leur veux trop du bien aux femmes. Je leur veux trop du bien pour ne pas tomber justement dans la sacralité et dans toute cette histoire de sacrifices, etc., qui est autour de la messe et tout, qui est un mensonge par rapport à l'évangile. D'accord ? Nous sommes que des disciples. Il n'y a pas de prêtre chez Jésus. Il n'a pas institué les prêtres. Alors on ne va pas dire aux femmes, devenez des prêtres. Ah, vous êtes en train de redire ce que j'ai écrit à la fin de mon dernier bouquin. Je m'arrête. L'idéal du combat, je crois, le plus beau combat, d'amour, d'audace et de douceur, c'est que hommes et femmes libres célèbrent l'Eucharistie dans leur maison, comme les premières communautés. Acte 2, verset 46. C'est-à-dire que tous les groupes un peu partout ici, imaginez ici ces gens qui sont ici, mes frères, mes sœurs, si nous célébrons un peu partout dans nos maisons, par 6 et par 8, à égalité hommes et femmes, et si ça se répand, et si ça se multiplie, quelque part, le pouvoir sacerdotal, je ne dirais pas tombe parce que ça va prendre du temps, mais s'effrite, descend. C'est une action non violente, évangélique, fraternelle. Voilà ce que je vous propose.
des Eucharisties dans les maisons. Mettons-nous en fédération, mettons-nous au moins en lien entre les groupes, et c'est génial. On retrouve les premières communautés chrétiennes. On est excommunié direct. Voilà. Oui. Alors il y a une question, Elisabeth. On n'a pas parlé du tout du rôle possible d'un certain nombre de clercs, de prêtres, qui comprennent complètement oui. Est-ce qu'il y en a féminisme, enfin autant faire ce que. Oui, ils mais ont bien des sûr. sœurs, ils ne sont pas tous complètement idiots, et il y en a plein que ça n'amuse pas du tout de se prendre pour Dieu. Donc il faudrait voir comment on peut intégrer à nos luttes, et enfin en tout cas s'assurer de leur soutien au moins dans des actions concrètes, parce que là on n'a absolument pas parlé des hommes. Moi ça me gêne qu'on parle des femmes sans qu'on parle des hommes, c'est pas si simple. Même s'il ne faut pas attendre non plus. Hein. Oui. Non, mais... Alors, à Fédélès, il y a toujours eu des hommes. Ah oui, il faut parce que au départ, c'était le... Bah oui, il y a toujours eu une coprésidence. Enfin, au moment où on avait beaucoup de force, hein, hommes et femmes, parce qu'on voulait prouver, on se dit, le mouvement se prouve en marchant, ben là c'est pareil, l'égalité se prouve en s'organisant, enfin, ne serait-ce que par la gouvernance, par exemple. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis même le partenariat, c'était une notion, parce qu'on reprend le bulletin, quelque chose qui est un peu perdu, je ne sais pas où c'est passé. Le partenariat était théorisé comme la mixité positive qui devait remplacer le patriarcat. À Fédélès. Il y a vraiment tout à fait. Est-ce qu'Emmanuel Macron travaille avec vous? Celle qui est présidente. Véronique Macron. Véronique Macron. Je dis Emmanuel Macron. Non, c'est Véronique Macron. Elle est tellement occupée. Oh non, mais c'est une femme très libre. Mais elle est consacrée, elle se consacre à cette tâche qui, hélas, n'est pas facile. Et du coup, elle nous a dit, je ne peux que ne faire que, enfin si on peut dire, cette tâche qui est énorme, enfin, mais elle est tout à fait, enfin je veux dire, elle est de cœur avec nous. C'est une femme remarquable. Ça, elle est remarquable, oui, bien sûr. Tout ce qu'elle a pu dire et écrire mais bien sûr, sur le rapport Cazé, c'est bouleversant. J'avais juste envie de rebondir sur ce que disait monsieur, mais un peu décalé, enfin... Et aussi sur la question du courage, je pense que, en tout cas au comité de la Jupe, on a quand même deux axes dans nos actions. Il y a le militantisme pour demander que l'Église change, mais il y a aussi une autre problématique qui est qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour vivre notre foi, qu'est-ce qu'on propose aux femmes catholiques et qu'est-ce qu'on propose aux jeunes, parce que il y en a beaucoup, en tout cas, qui ont du mal au moment où on se sent plus bien dans l'Église. On ne peut plus aller à la messe parce qu'on ne supporte plus de voir ce prêtre sacralisé tout seul. Et ben, il y a beaucoup, je pense, beaucoup de personnes se retrouvent un peu isolées, toutes seules, sans proposition. Et donc, on essaye d'avoir toujours ces deux objectifs en tête, aussi proposer autre chose. Et donc, ça va avec des célébrations, on fait des célébrations maintenant, mais avec plein d'autres choses. Mais donc, je pense ça avance, et ça donne du courage parce que et ben, ça nous fait grandir tous ensemble. Et donc, on ne tombe pas dans cette sécheresse du militantisme qui peut arriver. Et je pense que c'est quelque chose à toujours garder en tête, qu'il faut aussi réinventer, c'est super positif en fait, de réinventer d'autres manières de vivre sa foi. Et voilà. L'idée, je voudrais prolonger ce que tu dis en disant qu'il me semble qu'il faut changer de focale, arrêter de se mettre en miroir de l'institution qui est de plus en plus déclinante, de moins en moins représentative du catholicisme, et se demander quel est notre boulot. Notre boulot, c'est d'annoncer l'évangile là où on est, avec les gens qui sont... Voilà, tout à fait. Je crois vraiment qu'il faut créer, il faut inventer, et ça me paraît en plus extrêmement dilatant, et ça rend heureux. Donc, il vaut mieux faire ça plutôt que se cogner, comme dit Christine, sur les portes des diocèses en vain. Et parce que les énergies, elles sont plus de toute façon dans l'église, dans les paroisses. De toute façon. Mais il y a plein de gens à côté qui se disent chrétiens qui sont en soif de ça. Ça me fait l'effet de celui qui assiège une forteresse et quand il rentre dans la forteresse, il se rend compte qu'elle était vide. Donc l'église me fait cette impression. Alors qu'on est entouré de gens qui ne demandent qu'à écouter l'évangile. Oui, surtout que quand on essaye d'influencer ou d'influer sur l'institution, je crois qu'on rêve un peu en imaginant
que le clergé va couper la branche sur laquelle il est assis lui-même. Quand on s'est retrouvé avec Annie devant Éric de Moulin-Beaufort, je me dis mais qu'est-ce qu'on fait là? Cette rencontre a eu lieu. Imaginez la rencontre dont on n'a pas la trace. C'est une non-rencontre. Il n'y avait personne pour filmer. Donc Annie Sylvaine et Éric de Moulin-Beaufort, le président Dans de la même pièce. Dans la même pièce. En même temps, quand tu dis l'Église ne veut pas couper la branche sur laquelle elle est assise, je rappelle qu'en France en particulier, et en Europe en général, mais en France en particulier, depuis le début du XIXe siècle, j'allais dire, l'Église c'est une affaire de femmes. Enfin, il y a une disproportion qui a été grandissante au XIXe siècle entre les hommes pratiquants et les femmes pratiquantes, puisque c'était un peu la pratique, c'était considéré comme un critère, bon, on peut en discuter. Donc, l'Église, en faisant fuir les femmes, en particulier à partir du Manévité, enfin moi c'est ce que, moi, dans ma génération, j'ai vécu, elle a scié en fait, c'est elle qui a scié la branche sur laquelle elle était assise. Oui, mais enfin, elle est quand même détentrice de l'autorité de l'Évangile. Et ça, c'est compliqué de lui prendre, sauf à faire ce que dit Anne, c'est-à-dire à passer à côté, mais certainement pas attendre d'eux qui nous intègrent. Parce que, bon. Et Annie, est-ce que tu peux nous rappeler qu'à Fédelès, il y a... En fait, la cristallisation sur le sacerdoce n'est pas si évidente que ça à Fédelès. Il y a toujours une sorte de pas de deux, avec, sans, contre. En fait, quand on reprend les textes, c'est pour ça, je pense que si vous lisiez Un combat pour l'égalité, on s'aperçoit que Fédelès est très prudente. Alors Fédelès est membre du réseau mondial pour l'ordination des femmes, a pu envoyer des délégations à WAC et a pu saluer lorsqu'il y a eu l'ordination à Lyon sur la péniche. Mais ça n'a jamais été une orientation qu'a prise l'organisation. C'est ça, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Avec l'idée aussi... Donc il y avait déjà cette question... pourquoi les femmes entreraient dans un sacerdoce clérical, sacralisé, qui n'aurait pas changé? Parce qu'on est réaliste, comme c'est dans la tête des gens et non pas dans la biologie des gens qu'il y a les préjugés. On s'est dit, si le sacerdoce ne change pas, s'il y a ce côté sacralisé, il y a des femmes qui feront aussi bien ou aussi mal en matière de cléricalisme que des hommes. Donc ce qu'il faut, enfin, alors après il y a des nuances, mais l'idée c'est que de toute façon, le sacerdoce tel qu'il est, ou le ministère tel qu'il est, pardon, ne peut pas rester justement tel quel. C'est plus possible. Donc vous aviez déjà trouvé cette piste. Monique, peut-être il y avait une dame en orange. Oui, allez-y. Ce qu'on vient d'échanger percute un peu ma question, et pardon d'utiliser peut-être un grand mot, mais je m'interroge sur est-ce qu'on peut arriver à gagner ce combat sans schisme, sans arriver à un schisme, parce que on a aussi, quand même, on pose la question des clercs qui veulent garder leur pouvoir, mais il y a aussi un mouvement, je pense, de laïcs qui tire vers l'église d'avant, qui n'est pas mon église, moi je suis née en 62, donc mais qui tient beaucoup à ça, et qui, du coup, je trouve, ouvre une fracture entre laïcs, et on n'a pas tous et toutes la même envie de futur de cette église. Du coup, est-ce qu'on va peut-être, selon vous, arriver Ne jamais oublier que l'unité, elle est pour le royaume, elle n'est pas pour ici, donc s'il y a un schisme, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste une question. Pour le schisme, moi j'ai bien compris que les évêques, ils en font pipi dans leur slip tellement ils ont peur du schisme, hein, ça c'est clair. Et sinon, moi je redirais, le sacerdote, on s'en tamponne le coquillard. Vraiment, non, je suis d'Orléans, hein, donc j'ai lu Jeanne d'Arc dans le texte. Monseigneur D'ailleurs, Dupont. un truc intéressant, avez-vous lu les minutes du procès? Elle parlait en français, c'est traduit. Et quand on lui a dit « Ah, mais vous voulez communier en pantalon, en habit d'homme ?» Et elle a répondu, cette gamine de 19 ans, elle a répondu au théologien à la Sorbonne « Notre Seigneur, habit d'homme, habit de femme, peu lui chaud. » D'accord? Je crois que là, on a
Oui. Elle a mis les bases. Hein. Non, je pense que le sacerdoce est amené à extinction, et moi je proposerais comme mon voisin, on se réunit et on célèbre, et chaque fois que vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, Jésus sera avec nous, et le reste, on s'en moque. On ne va pas s'épuiser à essayer d'obtenir le sacerdoce pour les femmes. Voilà. Et ce qui n'empêche pas dans la paroisse, je le dis pour les timides et les frileux, de participer à la paroisse si on veut. À nous, à Lyon, on a plutôt détourné les copains prêtres. C'est-à-dire qu'on célèbre avec 2 copains prêtres qui sont en civil. Et on fait notre petite messe à notre... C'est parce que vous êtes avec vous êtes entre frères et sœurs, et puis c'est tout. Exactement. On ne se vante pas, ne nous dénoncez pas au parachute. Je suis assez sensible à ce que vous avez dit sur offrir un lieu à des jeunes et des jeunes femmes, pour avoir 2 filles qui ne se retrouvent pas vraiment actuellement dans les paroisses. Donc offrir, peut-être, je ne sais pas ce que vous faites, donc moi j'arrive je veux dire. Donc peut-être des perspectives de rencontres ou de retraite ou ouvertes à des jeunes femmes, ça je trouve ça très intéressant. Et je voudrais rajouter un article, je pense à un article en plus qui parlait de Jeanne d'Arc, que j'ai lu récemment dans la revue Études, qui disait que c'est au moment des crises que la femme a pu avoir une parole forte dans l'Église. Et il parlait de Jeanne d'Arc, Catherine de Sienne. Dans les grandes périodes de crise de l'Église, les femmes ont émergé avec une parole forte. On parlait aussi de Véronique Margon, qui à mon avis a vraiment une parole assez incontestable. Donc on a peut-être une ouverture, parce qu'effectivement on est dans une crise, je ne sais pas si elle est assez importante, et c'est là peut-être que les femmes se lèvent et ont un discours qui est audible, alors que les hommes ne le sont plus, les clercs ne le sont plus. On pense aussi à Anne quand elle s'est proposée d'être évêque. Oui. C'était quand même une parole forte. Alors, mais pour te répondre rapidement, au comité de la jupe, justement, on souhaite proposer des célébrations. Et l'année dernière, on a fait un grand week-end à Lyon avec entre 50 et 60 féministes catholiques. Et c'était un grand moment, et on va reproduire ça aussi cette année à la Pentecôte, dans la région d'Angoulême. Voilà, pour décentraliser. Et puis à Paris, on organise aussi des célébrations. On en a organisé une cette Si vous semaine. pouviez les prévenir plus de 8 jours avant. De quoi? Prévenir la plus de 8 jours pour la les célébration. C'est des fois très juste. Hein. Ah, parce là, on avait prévenu 3 semaines avant, mais bon. Celle de mardi? Ça a peut-être raté. Celle de mardi, là? Ah oui, mais parce qu'il y a réseaux sociaux, il y a mail et chacun a son canal. Est-ce qu'il y aura une Eucharistie? Non. Libre. Non, on a fait... non. Alors, quelle est votre réponse? Ça m'intéresse. Non, c'était... il y avait un temps d'exposé, de conférences, c'était sur le thème des béguines. Et après, on a fait une lecture d'évangile. Ah, mais j'y étais. Bah oui, voilà. J'ai été déçu sur la fin, mais c'était très beau. Très bien. Alors, on va pouvoir... Est-ce que vous avez des contacts avec la Belgique et l'Allemagne? On est au Women Council. Ah oui, on a une petite équipe internationale. Alors on est surtout en contact avec Women Ordination Conference et Voices of Faith, qui sont des associations américaines et italiennes. Mais en fait, il y a des réseaux quand même internationaux d'associations. Oui, il y a Maria 2.0, Voices of Faith est très active en Allemagne aussi. Oui, tout à fait. Oui, l'Italie, ça bouge. En Allemagne aussi. Et donc on a pu aller, il y a eu une audience à Rome à l'automne. Donc une qui n'est pas là, Carmen, mais une membre du comité de la jupe y était, voilà, pour déposer un rapport sur, parce qu'il y a eu une grande enquête auprès des femmes catholiques du monde entier. C'est très intéressant d'ailleurs, et ça donne de l'argumentaire, parce que c'est des chiffres, voilà, ça c'est la statisticienne en moi qui ressort, mais aujourd'hui on a des chiffres sur ce que pensent les catholiques et les femmes catholiques, et donc il y a eu il y a eu le synode, et puis il y a eu ces enquêtes faites par ces associations qui interviewaient spécifiquement les femmes sur la question de la place des femmes, et donc elles sont allées remettre à un groupe d'associations remettre ça à Nathalie Bécard, septembre-octobre, je crois. Ouais. Mais je vous en supplie, ne restons pas que dans des rencontres intellectuelles. On est d'accord? Non, je me trompe? Donc, posons des gestes. Mais vous dites qu'on est d'accord, mais... Non, mais parce que c'est le fruit d'une pensée et d'années de réflexion. Quand on débarque, et il y a beaucoup, quand on arrive sur ces questionnements de la foi et du féminisme, on se dit juste, il y a un problème. Mais d'arriver à comprendre le problème, comprendre que le problème est la sacralité des prêtres, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin qu'on les forme et qu'on leur explique. C'est pas le cas de tout le monde. Il faut pas croire
que tout le monde a compris. Oui. Pas du tout. Oui, il faut bouger. Et donc il faut former. Il faut bouger et il faut former les gens, je pense. Oui, on y travaille. Et Oui. le religieux contemporain, dans une société où il y a beaucoup d'autonomie, où les jeunes n'ont pas été socialisés forcément dans des familles très pratiquantes ou des organisations très encadrantes, il faudra quand même, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une transmission de mémoire, d'où l'organisation d'événements comme aujourd'hui. Parce que pour être croyant, il faut se reconnaître dans une lignée de gens qui nous sont précédés. Et on ne pourra pas faire des chrétiens d'ouverture s'il n'y a pas une lignée de chrétiens d'ouverture qui les précède. Donc je vous remercie toutes et toutes d'être venus, mais qu'il faut qu'on puisse faire avancer cette mémoire pour donner des modèles et des rôles inspirants pour les jeunes femmes et les jeunes gens du futur, d'où l'importance de ces moments qui sont peut-être intellectuels, mais sans lesquels on n'aura pas d'identité de chrétien d'ouverture ou de chrétien d'égalité. Donc je remercie Annie, Sylvaine, Pauline, Adeline pour leur participation. Vous pouvez acheter des livres de Fedless, il y en a quelques-uns là-bas, on en a quelqu'un. Pour les livres... Alors là, j'étais en train de me demander s'il y avait seulement un bon de commun, non, mais sur le site de la chronique sociale, on peut les acheter. Voilà, donc on est à votre disposition. Donc un grand merci au comité de la Jupe. Un grand merci. Et merci d'être venus si nombreuses. Voilà. Ça, le génie. Est-ce qu'on a checké qui était Eugénie ?